Bon, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonjour à tous et à toutes. Hello. Alors, Bonsoir. on a combien de personnes là? Là, on a 38 personnes à peu près connectées. Très bien. Est-ce qu'on attend encore une petite minute ou est-ce qu'on se lance directement? Moi, je pense qu'on peut se lancer. Au pire, les gens viendront sur le replay et pourront arriver avec leurs questions pendant tout le live. Très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Léa Lejeune, je suis journaliste économique. J'ai travaillé pendant plusieurs années au magazine Challenge et depuis quelques temps, j'ai lancé Plan Cash, qui n'a pas de rapport avec les plans cul et les sextech, mais qui est un média féministe qui parle d'argent différemment, notamment d'investissement. Et par ailleurs, j'ai écrit plusieurs articles et je me suis beaucoup intéressée à l'économie des sextech et des femtech ces dernières années, notamment les applications de rencontres, notamment le financement des applications dating, etc. Et donc, c'était important pour moi de participer avec vous à cet événement-là. Voilà. Donc, en gros, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment on finance les sextech et la femtech en France aujourd'hui. Et justement, ce n'est pas un secteur facile à financer. Il y a énormément de freins et de blocages, à la fois du côté des banques, des investisseurs, des solutions, de la façon dont on présente ces startups, de la façon et de ce sur quoi elles reposent par essence. Donc, on va essayer de regarder ça tous ensemble et de se projeter vers des solutions en espérant qu'il y en ait un certain nombre. Peut-être qu'on va commencer par la présidente de l'association, Christelle Bonny. Vous êtes fondatrice de la regrettée start-up Bisensori, je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, celles de ceux qui s'en souviennent, c'était un sextoy connecté, le Little Bird, qui était connecté à une application avec des livres audio érotiques. Voilà, pour susciter notre imaginaire en même temps que le sextoy fonctionnait. Bon, pour le coup, par malchance, la start-up n'a pas réussi à survivre au confinement comme beaucoup d'entreprises, problème de trésorerie, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, vous avez gardé ce sujet à cœur et vous continuez à vouloir défendre cet écosystème. Christelle, pourquoi est-ce que c'est important encore aujourd'hui, en 2022, d'entreprendre dans les sextech et quel est le potentiel de ce secteur économique, voilà, qui est en train de démarrer un peu sur les chapeaux de roue? Bonsoir Léa, déjà merci d'avoir accepté cette invitation à animer ce débat et cette réflexion. Alors c'est vrai que moi je me suis arrêtée avant le confinement parce que j'ai arrêté en 2018. Donc par contre voilà, c'est après cette expérience-là parce que le parcours a été extrêmement compliqué d'être une femme dans la tech, de parler de plaisir féminin et d'aller chercher des financements. J'étais avant MeToo, on était vraiment au début de quelque chose et donc j'ai commencé à voir vraiment les freins. Le parcours a été compliqué et quand ça s'est arrêté, Bisensori, je me suis dit il ne faut pas que tout ça soit perdu. Voilà, je vais couper ça. Je ne veux pas que tout ça soit perdu. Je veux vraiment aider et transmettre ce que j'ai appris. Et puis, si je peux aider d'autres à réussir, je vais le faire parce que j'avais trouvé dans ce secteur d'activité beaucoup de valeurs qui, moi, m'intéressaient. Évidemment, des valeurs féministes, puisque moi, je parlais de plaisir féminin et j'ai vu à quel point, pour beaucoup, ce n'était pas un sujet. Et donc, après MeToo, il y a eu cette vraie revendication de c'est un vrai sujet. Et puis maintenant aussi, de réaffirmer la santé des femmes et la santé sexuelle. Et tout ça. Ce sont des vrais sujets. Et puis, au-delà du plaisir, il y a tout ce qui est la sexualité des personnes en situation de handicap, la situation des seniors. Tout ça, c'est des sujets de société. Et aujourd'hui, voilà, on ne les adresse pas parce qu'ils cumulent les tabous. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la sextech, elle a vraiment un rôle à jouer parce qu'à la fois, c'est un secteur d'innovation vraiment technologique pour certains projets. Et puis, d'autres sont plus dans l'innovation sociétale. Et je pense qu'elle mérite vraiment aussi d'être aidée ou soutenue parce que dans la sextech, on a la chance, et j'ai la chance d'être à la tête maintenant d'un collectif où il y a plus de 39 startups, 50 entrepreneurs qui partagent ces valeurs, en fait, qui sont vraiment des valeurs humanistes, parce que tous ces gens travaillent pour une société plus libre, plus jouissive, plus inclusive, plus libre et égalitaire. Donc voilà, c'est un secteur très féministe, très féminisé, avec aussi des hommes, mais voilà, les femmes ont arrêté d'attendre et elles font des produits maintenant et des services dont elles avaient besoin. Voilà, ça reste compliqué, ça reste tabou, mais on avance. Et voilà, et je dis toujours, et je pense que les membres de Sextech for Good qui sont là ce soir et tous ceux qui nous écoutent et qui permettent aussi toutes ces actions qu'on fait seront d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on a cette révolution à la fois de l'intime sur tous les sujets dont on parle, mais aussi une révolution politique. Et malheureusement, l'actualité
nous montre aussi à quel point ces luttes féministes et les combats qui ont été gagnés, je pense par exemple au droit à l'avortement, peuvent être rapidement de nouveau d'actualité et menacés. Voilà. Oui, voilà, le plaisir féminin est d'actualité, le reste. Mais alors moi, je me souviens très bien la première fois que j'ai dit en conférence de rédaction à Challenge, ça devait être en 2017, quelque chose comme ça. Il va falloir qu'on parle des sextech et du sous-financement de la sextech. Bon, et là, tout le monde m'a regardé en rigolant et en se disant que c'était microscopique. Mais en fait, ce que vous défendez, c'est que la sextech, c'est quand on l'agrandit à toute la santé sexuelle, finalement, c'est un secteur d'ampleur. Alors, ça représente quoi et ça représentera quoi économiquement? Alors, les projections pour 2027, c'est un marché mondial de 100 milliards. Voilà, donc c'est pas neutre. C'est vrai qu'il y a la sextech, il y a la femtech, donc on englobe dedans toutes les applications de santé, les règles à fertilité, tous les sextoys, enfin voilà, le périmètre est assez large. Et c'est bien qu'il faut vraiment préciser pour les gens qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas encore cette subtilité, parce que souvent on fait l'amalgame dès qu'on parle de sexualité ou moi qu'on veut faire de l'éducation, de la pornographie ou autre. Quand on dit sextech, on est bien dans technologie et sexualité, et même nous on aime bien dire sexualité avec un S. C'est-à-dire que dans la sextech, on parle effectivement autant d'éducation, de prévention que de santé, que de plaisir et de bien-être. Voilà. Donc, on n'est vraiment pas réduit à cette portion que les gens connaissent un peu et qui, des fois, souvent les fait marrer sur le sextoy connecté. Non, c'est bien plus vaste que ça. Et il y a encore plein de sujets qui ne sont pas adressés et qui sont vraiment aussi là des secteurs à fort potentiel, encore une fois, économique, mais aussi avec des fortes valeurs sociétales. Oui, voilà, parce qu'il y a une grande dimension d'inclusivité en plus, qui par ailleurs n'existe même pas dans la pornographie, ou en tout cas très peu dans la pornographie mainstream. Alors vous citiez les chiffres de 2027, mais déjà aujourd'hui, ça représente déjà 74 milliards de dollars, et c'est déjà en augmentation dans les 4 ou 5 dernières années. Alors, je voulais juste que vous nous présentiez peut-être une ou deux de ces startups américaines ou internationales qui ont réussi à lever beaucoup de fonds et à se faire remarquer. Moi, celle qui avait retenu mon attention, c'est Evernow, parce que c'est vrai que je connaissais pas son existence, mais peut-être que vous pouvez nous présenter cet exemple et un autre ou deux autres qui vous importent et comment elles ont réussi à lever. Alors, c'est pas qu'elles m'importent plus que les startups françaises, c'est que Evernow, elles viennent de boucler une levée de fonds de 28 millions de dollars. Ce qui nous fait rêver voilà. de ce côté-là de l'Atlantique et que c'est une plateforme, pour l'instant, de ce que j'ai lu, je n'ai pas vu de technologie révolutionnaire, mais il se trouve que c'est une plateforme qui est dédiée aux femmes en ménopause ou en préménopause. Donc, voilà, un sujet qui n'est pas non plus les plus abordés encore en France, même si on a quand même beaucoup de startups maintenant, et on en a une chez Kiffe ton cycle et autres qui s'intéressent aussi aux hormones, aux règles et ça, mais c'est vrai que là, on se dit, oula, donc comment ils font, comment elles font? Alors, c'est vrai qu'elles ont bénéficié aussi de stars comme Gwyneth Paltrow et Drew Barrymore qui se sont engagées parce que bon, je pense qu'elles sont dans la tranche d'âge où elles sont concernées et elles n'ont plus envie d'être stigmatisées comme des femmes de plus de 50 ans ou 500 ans après elles disaient. Et donc, elles ont porté le discours. Ben là, encore une fois, on voit à quel point c'est militant comme action et comme investissement. Mais c'est vrai que chez nous, sur des levées de fonds, on va avoir ce soir des gens qui ont des réussites, mais sur des montants qui sont plus petits. Donc aujourd'hui, de se poser la question du pourquoi. Voilà. D'accord. Alors, pour commencer, avant de faire intervenir chacune des startups qui est présente ici autour de la table, est-ce que vous pouvez nous faire une liste, un petit résumé des freins et des blocages que rencontrent les sextech en général au niveau français et international? Alors, international, on a tous les mêmes freins qui sont la censure des réseaux sociaux et de toutes ces entreprises-là qui ont des monopoles. Bon, par exemple, on sait bien que toutes les startups qui ont des business qui reposent sur des applications du jour au lendemain, elles peuvent être rayées des stores. Donc, ça donne des business qui sont quand même avec des grands points de fragilité, des grands points de dépendance. On a, plus particulièrement encore en France, effectivement, des problèmes de financement. J'entends aussi, parce qu'en préparant cette conférence, la parole aussi des investisseurs, de se dire aussi, on a peut-être des startups qui sont peut-être pas assez innovantes d'un point de vue technologique, ou peut-être pas assez ambitieuses. On en reparlera. Internationale, de scalabilité. Mais c'est vrai que moi, pour l'avoir vécu et pour voir des Paola, et vous allez avoir, et ils vont vous en parler bien mieux que moi, puisqu'ils le vivent actuellement, on a encore des fois des freins et des réactions d'un autre âge, parce qu'on cumule les tabous et qu'on est encore dans une société en France, on va dire, assez patriarcale, avec peu encore, pas assez de femmes, et Léa, tu ne vas pas me contredire, dans certains fonds ou dans certaines instances de décision, où voilà, des fois, les hommes, peut-être pas forcément oser défendre certains sujets. Encore une fois, ce soir, on est là pour donner de l'optimisme. Il y a des choses qui avancent, mais il y a quand même ces freins-là encore culturels. Voilà. Et là, une des questions...
Ouais. Non, il y avait il y a d'autres choses qui viennent. Trop féministe ou trop féminisé par rapport à cette représentation. Donc, c'est encore un autre prisme. Et puis, il y a d'autres choses qui viennent dont on va reparler. C'est l'accès à des bureaux, l'accès au financement de la BPI, l'accès aux bourses French Tech, les investisseurs frileux. Bref, en fait, on arrive avec un magma. Exactement, l'ouverture d'un compte bancaire, la responsabilité civile, les assurances, enfin voilà, tout ça est plus compliqué pour les startups de la sextech. Voilà, exactement. Alors, on a 3 fondateurs de startups autour de la table que je vais vous présenter très brièvement et je vais juste savoir qu'est-ce que tous ces freins vous inspirent et est-ce que vous les avez rencontrés. D'abord, il y a Paola Craveiro. Vous êtes la fondatrice de Vuvae. Donc, Vuvae, c'est la première application dédiée à la santé de la vulve, tout simplement. Le Lab de Lando, Floriane Rebourg et Sylvain Campana. Donc, enfin une opportunité de parler de cette maladie, l'endométriose. Et en plus, dans un contexte qui, politiquement, vous nous direz ce que vous en pensez, est censé être favorable, vu que notre président de la République a raconté qu'il voulait favoriser la recherche et l'innovation dans ce domaine pour prendre enfin en compte les femmes qui souffrent d'endométriose, les femmes et personnes qui souffrent d'endométriose. Et Maïlubi, Pierre Lagache. Et Maïlubi, si je resitue, au début, c'est en gros un lubrifiant écologique avec tous les composés qui sont vérifiés, qui sont non sensibles pour la santé sexuelle. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré certains de ces soucis au niveau des réseaux sociaux, au niveau des GAFAM, au niveau de l'ouverture d'un compte en banque, ces soucis préalables dans la création d'une entreprise? Paola, peut-être? Alors nous, pour les comptes en banque et assurance, ça allait parce qu'on parle quand même de santé. Alors on est un petit peu entre deux, on arrive à jouer là-dessus. Par contre, la censure, ouais, c'est tous les jours. Donc on a beaucoup de difficultés à faire la promotion de notre application. On a beaucoup de difficultés à faire aussi la promotion de nos programmes d'accompagnement, qui sont des programmes thérapeutiques, qui sont pas des programmes sexuels ou quoi que ce soit. Même notre programme sur les cystites est censuré actuellement. Enfin, donc c'est très difficile de communiquer sur ces sujets, de les faire connaître et on est souvent très bloqué, ouais. Très bien. Pierre Lagache, je crois que ça s'est passé un petit peu plus facilement pour Maïlubi, en tout cas sur les premières parties de la création de l'entreprise. Alors oui, c'est vrai que nous, on n'a pas eu forcément trop de mal au départ à trouver une banque traditionnelle qui nous a accompagnés, qui nous a permis d'ouvrir un compte et mettre en place un emprunt bancaire assez tôt dans la durée de vie de la société. Après, là où on a eu pour le coup un peu plus de mal, effectivement, c'était sur la partie assurance. Beaucoup d'assureurs qui nous ont fermé les portes parce qu'ils n'assuraient pas, entre guillemets, cette typologie de produit alors que notre lubrifiant est enregistré comme un produit cosmétique. Donc, je vois pas vraiment le mal sur ces sujets-là. Donc, c'est vrai que ça a été plus pénible pour l'assurance. Et pour ce qui est des réseaux sociaux, je pense que toutes les personnes réunies aujourd'hui faisant partie de l'écosystème de la sextech le savent. C'est des sujets qui n'apprécient pas forcément les GAFA en règle générale. Après, il faut toujours trouver des moyens un petit peu détournés de faire avec, mais on arrive quand même globalement à s'exprimer correctement aujourd'hui sur Facebook, Instagram, etc. Donc voilà. Alors, Floriane et Sylvain, vous, est-ce que vous avez croisé ces premiers soucis-là? Et sur ce que je disais, je vous ai vu hocher la tête avec un peu de doute. Est-ce que le contexte est favorable à parler et se faire financer sur des projets endométriose? Alors oui, on a rencontré les mêmes problèmes sur les réseaux. On s'est fait bloquer notre compte Facebook. On s'est fait complètement supprimer au bout d'un moment. Donc, on ne pouvait même plus promouvoir notre projet comme toutes les autres marques sur les réseaux sociaux. Donc, c'était très compliqué. Et après, au niveau des banques, on a déjà eu quelques couacs. Mais après, c'est parce que nous, on parle et on vend du CBD, comme beaucoup de marques dans le bien-être intime, parce que ça aide pour les règles douloureuses, pour les femmes, etc. Et donc, le CBD, c'est encore un autre sujet où on a été beaucoup, pareil, bloqué. Pareil sur Google, on s'est fait bloquer pas mal de fois. Ouais, un peu la galère sur tous les points que vous avez évoqués. C'est sûr qu'on partage, je pense, tout ça évidemment. Et sur le contexte, du coup, on hochait un petit peu la tête. On pense qu'effectivement, oui, c'est favorable, mais en fait, pas tant parce que nous, à la limite, on peut se dire qu'on n'a pas eu de soucis au début parce que personne ne savait ce que c'était. Donc, au final, on était tranquille. Donc, c'est assez drôle d'en parler comme ça maintenant. Mais au final,
Il y a beaucoup de gens qui découvrent la chose et il y a beaucoup de gens qui, comme disait Christelle, ne comprennent pas forcément qu'il y a des innovations de services et qu'il n'y a pas que la tech dans le monde. Et sauf qu'en fait, ça, aujourd'hui, justement, quand on promouvoit l'endométriose de manière politique, quoi que ce soit, on vient appuyer des énormes trucs, des tests, voilà, de la tech, de la technologie, de la grosse médecine. Mais l'innovation de service qui va regrouper ce que nous, on a essayé de faire, finalement, ça passe à la trappe et on ne peut pas communiquer dessus non plus. Donc, on fait avec les moyens du bord, comme disait Pierre. Et du coup, voilà, nous, ça a été les réseaux sociaux et on a essayé de percer de nous-mêmes à travers les réseaux sociaux sans s'appuyer sur le côté payant, parce que le côté payant, c'était bloqué systématiquement. Donc, c'était un peu la galère. Donc, ouais, on partage évidemment tout ce qui a été dit et ouais, c'est pas évident. Et les pouvoirs publics, les investisseurs et investissements, voilà, Bourse French Tech, BPI, projet Macron endométriose, en 2 mots. Alors, oui, on pouvait penser que ça nous a bénéficié, mais en fait, tous les fonds à qui on a parlé, donc on se retrouvait devant des hommes, généralement de la cinquantaine d'années, généralement c'était toujours les mêmes profils, ne comprenaient pas vraiment de quoi on parlait et n'étaient pas du tout au courant de ce que c'était, et pensaient que c'était vraiment une petite niche à laquelle on s'adressait, alors que non, ça concerne des millions de femmes. Ouais, et puis je pense que ça rejoint ce que pourrait dire Paola aussi là-dessus, c'est que j'ai vu qu'elle avait souri, c'est pour ça que je réponds. C'est que vraiment, on est toute cette branche et tout ce dont a parlé Christelle, les gens pensent vraiment que c'est une niche, mais on n'y est pas du tout. Vu les chiffres annoncés, moi, la niche me va très bien, si on reste sur une niche comme ça. Mais vraiment, c'est le mot qui revient. C'est vraiment, oui, vous avez un tout petit marché, ça concerne très peu de personnes. Et en fait, c'est là où le problème. Je vous rappelle que les femmes sont encore considérées comme une minorité, donc voilà. Du coup, on est dans la même logique. Alors, merci beaucoup, Paola. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quels sont les problèmes que vous avez rencontrés pour le développement de Vulvae, à la fois pour faire comprendre la problématique de santé sexuelle, à la fois pour faire comprendre que vous étiez vraiment dans ces accompagnements que la médecine ne permet pas, dans ces compléments que les études n'apportent pas, et finalement dans des oppositions parfois entre des logiques qu'on est en train de décrire ou en tout cas d'essayer de comprendre, on y reviendra avec Zoé, mais entre ce que les investisseurs attendent et ce que vous voulez apporter comme changement de perspective. Du coup, j'en profite pour rebondir sur ce que disait Sylvain sur les financements. Typiquement, par exemple, on a postulé pour une subvention au niveau de l'État en prévention santé sexuelle. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. On a eu les personnes au téléphone et ils nous ont dit votre sujet n'est pas prioritaire. Et en fait, ça illustre exactement comment on perçoit la santé sexuelle aujourd'hui. La santé sexuelle, et en plus féminine, n'est pas prioritaire. C'est pas un enjeu de vie ou de mort, donc du coup, c'est pas si important. Et ça va se retrouver aussi dans les logiques de traitement qui vont être associées aux pathologies qui vont créer des douleurs vulvaires. Par exemple, une femme qui est traitée pour un cancer en chimio, elle aura nécessairement des douleurs vulvaires, mais on ne va jamais aborder le sujet avec elle. Une personne qui a la ménopause, elle va... Parce que la seule chose qui importe, c'est le cancer, en fait, dans la situation. Alors qu'en regard, il y a des hommes qui vont se voir poser la question sur leur sexualité en cas de cancer de la prostate. C'est même quelque chose qu'on traite. Donc, il y a une différence de traitement. Et cette différence de traitement, elle se retrouve dans toute la santé sexuelle. Et j'aime bien ce chiffre. Il existe plus de 27 000 études médicales sur le dysfonctionnement érectile, mais il en existe 476 sur les douleurs chroniques vulvaires, donc le sujet qu'on traite. Donc, il y a un vrai problème de considérer ça comme un vrai sujet. Et du coup, comme ça a fait peu l'objet d'études, et en fait, on n'a pas de base pour se lancer. Nous, par exemple, scientifiquement, on a très peu de fondations sur lesquelles baser ce qu'on développe et on a besoin en fait de créer les études aussi. Donc ça fait un double problème, c'est qu'on crée un produit et un service pour un sujet que personne n'adresse et en plus, il faut qu'on crée la base de données pour prouver que ce problème existe vraiment et que nos remèdes sont efficaces. En fait, tout est à notre charge. Ça, c'est très important parce que ça dit aussi que finalement, c'est dans un de ces moments où l'innovation qui passe par le privé, qui passe par les startups est très importante parce que le public, la recherche, le système traditionnel ne répond pas finalement à ce besoin, quoi. Et donc, vous avez tout ça à adresser
et à légitimer. Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est intéressant dans une femtech d'avoir cette mission, et je pense que c'est pour ça qu'on se lance dedans. Enfin, je parle pour moi en tout cas. Mais comme Floriane et Sylvain, vous aussi vous êtes retrouvés en face d'investisseurs qui parfois ont des réactions surprenantes, voire décevantes. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Alors, oui, alors il y a aussi des gens qui sont relativement sympathiques, mais si on parle vraiment des relations qui nous ont particulièrement étonnés, c'est du sexisme totalement évident par des remarques du style nos investisseurs sont à 80% des hommes de plus de 50 ans, je doute que votre sujet capte leur attention. Ou nous sommes moins de 20% de femmes dans notre association de business angel, je ne pense pas que ce soit très utile de présenter votre projet. Donc ça, c'est typiquement, c'est devenu une vraie excuse valable à sortir que notre sujet n'intéresse pas les hommes. Donc c'est un vrai problème et ça montre vraiment le nœud du problème, c'est que si ça ne les concerne pas, ils ne s'y intéresseraient pas. C'est pas possible de considérer ça parce que nous, en fait, en tant que femmes, on s'intéresse à tous les autres problèmes. Donc c'est du sexisme évident. Et sinon, après, nous, on est beaucoup remis en cause sur l'existence du problème, pardon. Est-ce que votre problème, il existe vraiment? Parce que bon, moi, je suis une femme, j'ai jamais eu mal. Bah, en fait, ça s'appelle le biais statistique. Toutes les femmes ne sont pas malades, effectivement. Donc, vous faites partie des femmes chanceuses qui n'ont pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'une personne n'a ça. On a aussi le « oh là là, ça semble un peu surestimé quand même. Hein. Je trouve que ça fait beaucoup, 3 millions de femmes qui ont des douleurs vulvaires. Si c'était autant, on en aurait déjà entendu parler. » Bah oui, comme l'endométriose, n'est-ce pas? Ça fait… voilà. Et puis aussi, peut-être qu'il faut que vous acceptiez que votre business, en fait, c'est petit, c'est un petit business, ça n'a pas vocation à devenir un projet de grande envergure. Donc, baissez vos ambitions, revoyez à la baisse vos ambitions. Donc, il y a voilà, tout ce que évoquait aussi Floriane et Sylvain sur cette niche. On a l'impression que ce sujet, en fait, c'est une niche. Et du coup, comme j'aime les chiffres, je vais en donner un autre. Il y a 15% des femmes qui sont atteintes de douleurs vulvaires chroniques. Il y a 13% des femmes qui vivront un cancer du sein une fois dans leur vie. C'est-à-dire qu'il y a plus de femmes qui souffrent de douleurs vulvaires chroniques, plus de femmes qui souffrent d'endométriose que de femmes qui auront un cancer. Et pourtant, le marché du cancer du sein, il est énorme. Et personne, ça ne viendra à personne à l'esprit de remettre ça en cause. Ben, en fait, on est sur les mêmes marchés, on est sur les mêmes niches. Et ça, c'est bien de le remettre en perspective. Très bien. Moi, c'est un argument que je prendrais si j'étais investisseuse. Mais ce n'est pas le cas. Mais effectivement, ce que vous soulevez aussi, c'est tout à l'heure la question de l'innovation de service, du produit et de la technologie. En fait, je crois que là, on commence à toucher quelque chose qui peut concerner les femtech en plus de la question finalement féminisée, féministe, avec une vraie volonté, une vraie mission. Pierre Lagache, avec MyUbi, vous avez réussi, ouf, à lever des fonds. Vous avez réussi à lever 200 000 euros. Aujourd'hui, il y a quelques mois, vous annonciez dans Challenge être de nouveau en levée de fonds. Alors, comment et pourquoi vous y êtes arrivé? Pour développer quel produit? Pour grandir de quelle façon? Et comment vous avez séduit les investisseurs et investisseuses? Alors oui, effectivement, on a réussi à lever des fonds en fin d'année dernière. Ça n'a pas été chose très facile au départ parce qu'effectivement, il a fallu évangéliser un peu sur le secteur qui est, comme on l'a tous dit, voilà, quelque chose sur lesquels on peut émettre des réserves quand on ne connaît pas et prendre des pincettes. Après, je pense que les investisseurs, en fonction de leur typologie, peuvent être plus ou moins dogmatiques sur leur secteur d'investissement et peuvent aussi être attirés par le côté novateur, le côté en devenir, le côté croissance. Et je pense que c'est ces arguments-là qu'il faut mettre en avant. Les fondamentaux de MyLuby étaient bons. On avait un bon track record depuis le lancement de notre premier produit, donc notre lubrifiant naturel à base d'eau. On avait sorti des nouveaux produits sur lesquels on avait des preuves de non-cannibalisation entre les produits, on avait des preuves de réachat fort. On avait des preuves de… Est-ce que vous pouvez citer les produits pour qu'on se mette bien en tête, en gros, comment ça fonctionne? Bien sûr. On a commencé du coup par un premier produit, je l'ai à côté de moi, c'est le lubrifiant naturel à base d'eau qu'on a lancé sur Ulule en campagne de financement participatif. On en a vendu 1700 en partant de zéro, donc un intérêt assez fort pour ce produit. Ça nous a vraiment encouragé à
à continuer avec Anne, la fondatrice, à développer toute la gamme. On s'est directement mis à travailler sur le second produit, qui est une huile intime à base de CBD, qui est donc ce produit-là, le deuxième produit à être arrivé dans la gamme de MyBeauty. L'idée de ce produit, c'était apporter vraiment de la nouveauté sur le marché français, c'est de dire, voilà, c'est quelque chose qui cartonne aux US en ce moment, tout le monde ne jure que par ça, il y a énormément de vertus entre le CBD et le sexe, et on avait envie d'apporter cette innovation sur le marché français grâce à notre savoir-faire qu'on avait développé avec le premier produit. Ce qui a été chose faite, parce que maintenant le produit est un best-seller dans la gamme, on en vend énormément et on a des super retours sur justement la synergie entre CBD et sexe, le fait que ça permette de diminuer les douleurs qu'on peut avoir potentiellement après les rapports, que ça permet d'apaiser, que ça permet d'augmenter les sensations parce que le CBD vient augmenter l'afflux sanguin. On est allé aussi sur de la contraception, c'était important pour nous de réinventer un peu le côté préservatifs, notamment parce qu'on trouve trop de préservatifs aujourd'hui en grande surface qui sont encore bourrés d'ingrédients controversés, de perturbateurs endocriniens. Et donc, il était important pour nous de venir réinventer ce produit-là. Donc, on a sorti nos préservatifs en latex naturel et équitable en octobre 2021. Et voilà, je vais un peu plus vite pour le reste, mais on a sorti un vibromasseur qui s'appelle Dune, qui est tout petit, qui a cette taille, qui a un petit galet vibrant, discret, etc. C'est intime. Et donc, l'idée, c'était de vendre aux investisseurs, de dire, regardez, nous, on a envie d'adresser à 360 tout l'univers de la sexualité, que ça passe par le plaisir, la contraception, l'hygiène, même si on n'aime pas appeler ça de l'hygiène, parce qu'elles ne sont pas nettoyantes, nos lingettes. Et donc, on a envie d'arriver avec vraiment une offre moderne, une offre qui vienne respecter les codes des consommateurs actuels, qui se tournent de plus en plus vers du Made in France, vers des produits qui soient non genrés aussi, c'était important pour nous. On est très fiers aujourd'hui de revendiquer qu'on a 38% de clients hommes dans notre base client et qu'on arrive à pas uniquement à adresser le concept de plaisir féminin ou de plaisir gay ou de plaisir hétéro et d'arriver à englober dans la totalité le concept de plaisir. Mais du coup, si on se place du point de vue de l'investisseur, on est dans finalement quelque chose qui est de l'ordre du e-commerce plutôt traditionnel et non pas dans une innovation de rupture, non pas dans une démarche technologique avec quelque chose de très différent. Alors, c'est pas quelque chose qu'on vous a objecté lorsque vous êtes allé chercher des fonds, justement? Alors non, parce qu'on n'est pas allé voir les acteurs qui financent habituellement de la tech ou qui sont 100% des pure players tech. On est allé voir des acteurs qui savent financer des marques et des entreprises comme nous qui essayent vraiment de créer des marques fortes sur des secteurs en apportant quelque chose de différenciant. Donc, je pense qu'on s'est directement adressé aussi aux bons acteurs. On a eu toute une phase de recherche là-dessus. Donc oui, on n'apporte pas de tech au marché, mais on apporte de l'innovation par la R&D qu'on va mettre dans le développement de produits. Nos produits, on ne les achète pas sur étagère en marque blanche. On met systématiquement 1 an à les développer en s'entourant d'experts, de laboratoires, de pharmaciens, de sexologues, etc. pour apporter de la sensorialité la plus parfaite en faisant aucun compromis sur les ingrédients et en jamais n'utilisant aucun ingrédient controversé. Donc là-dessus, il y a quand même un savoir-faire qui est valorisé. Et puis MyBeauty, c'est plus une marque e-commerce. C'est-à-dire qu'on est né en digital avec notre premier produit. Aujourd'hui, on est une marque omnicanal avec une gamme de produits qui s'est élargie. C'est plus que le lubrifiant. Et l'idée, c'est de dire, comment est-ce qu'on arrive à percer notre trou en pharmacie. On a signé typiquement récemment chez Monoprix. Oui, vous êtes chez Monoprix aussi. On est chez Printemps, Drugstore Parisien. Donc voilà, on a créé un réseau. On commence à s'internationaliser. Et cette première petite levée de fonds qu'on a faite a été un tremplin où on s'est entouré de business angels qui sont des entrepreneurs. On a discuté avec des profils fonds, des profils entrepreneurs et je pense que ça a été super intéressant pour nous de faire rentrer des gens, on les connaît tous, ils ont lancé des grosses boîtes qui ont craqué quelque chose chacun dans leur domaine d'activité, que ce soit le retail, que ce soit l'e-commerce, etc., pour venir nous conseiller et nous apporter au quotidien. Très bien. Et vous avez fait une demande auprès de BPI, si je ne me trompe pas. Absolument. On a fait une demande, donc suivant cette levée de fonds, on a fait une demande de financement BPI parce qu'en fait, on s'est rendu compte, plus on lançait de produits, plus on avait de frais de R&D, de développement et d'innovation. BPI est un acteur qui traditionnellement a mis l'accent effectivement sur le financement de boîtes technologiques et aujourd'hui, on en est très fiers et on peut voir ce qui se passe à Vivatech. On a réussi à lancer un grand nombre de licornes françaises pour venir un petit peu contrebalancer l'équilibre avec les GAFA qui viennent vraiment capter l'intégralité du marché aujourd'hui. Donc, c'est très bien. Il y a eu un gros effort mis sur les boîtes tech.
le vent est en train de tourner. Aujourd'hui, BPI cherche à financer du savoir-faire, cherche à financer des marques. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait en nous faisant confiance et en nous octroyant un prêt, innovation et recherche et développement. Donc, on est très fiers d'avoir réussi à obtenir ce prêt en comité BPI qui nous permet à nouveau de rentrer dans une troisième phase d'accélération avec l'aide de BPI. Donc, ouais, c'est quelque chose dont on est très content. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je reviens sur la dernière startup du panel, Floriane et Sylvain pour le Lab de Lando. On parlera tout à l'heure des solutions que vous avez réussi à trouver, mais en tout cas, la solution levée de fonds traditionnelle et bourse start-up traditionnelle, vous n'avez pas réussi à la saisir, à correspondre aux critères qui étaient attendus par l'écosystème. En fait, nous, le premier point, c'est que nous, ça fait qu'1 an et demi qu'on est lancé en soi déjà. Donc, on n'a même pas clôturé un premier exercice. On a aussi eu la chance de passer dans le challenge, alors un petit peu plus loin que derrière Pierre, parce que le montant n'était pas était pas le même. Donc, nous, on s'est un peu fait rattraper aussi par le développement du Lab de Lando sur la première année. Et finalement, dans ce contexte-là, effectivement, à un moment, on a eu des contacts avec des fonds, comme on a dit, etc. On ne va pas répéter tout ça. Mais effectivement, on s'est mêlé à la bataille là-dessus. Et nous, et le côté, on va dire, trop e-commerce du départ, qui était par rapport à l'information, la solution et le côté sensibilisation, exactement. Le triptyque, en fait, parlait pas vraiment à ce genre de personnes, tout simplement parce que nous, on était déjà dans le chiffre d'affaires, on éprouvait un début de marché qui n'existait pas vraiment, dans le sens où on adressait un site endométriose qui n'existait pas pour le moment, en tout cas que là-dessus. Et en fait, ils nous ont dit, oui, c'est très bien, vous faites tant de chiffre d'affaires. En fait, par rapport à votre niche, on revient sur la niche, ça va faire tant de chiffres, du coup, vous valez tant. Du coup, nous, c'est entre 30 et 40% pour qu'on vous prenne. Et nous, on a dit, non, en fait, c'est aujourd'hui, vous financez quoi, en fait? Est-ce que vous financez le business model, qui est une chose, mais est-ce que vraiment tous ces fonds sont là juste pour faire du business, ou vous voulez vraiment aider des millions de femmes et de nous aider, du coup, à démultiplier, en fait, les forces par rapport à ce qu'on veut amener? Et du coup, réfléchir à ce qu'on a mis derrière notre business model, enfin derrière, à la limite au-dessus, qui est toute cette phase de compréhension, de sensibilisation. Voilà. Donc, ce n'est pas juste une question du fait que vous ne matchiez pas avec les critères, c'est aussi une question que vous n'avez pas trouvé le bon fonds qui vous correspondait et qui allait vous amener là où vous vouliez aller. En fait, ça s'est mêlé entre deux. C'était peut-être, on n'a pas trouvé les bons fonds, ni les bons BA peut-être, certes, mais c'est surtout qu'on était trop tôt. Aussi dans notre démarche. Et qu'en fait, dans notre démarche de trop tôt, le seul acteur qu'on avait, c'était notre banque, avec laquelle ça a chauffé un petit peu parce qu'en fait, la banque ne raisonne que par les capitaux propres, voilà, mais elle ne comprend pas qu'en fait, une boîte en croissance qui a 1 an de vie, qui fait plus de 200 000 € de chiffre d'affaires et qui passe dans le challenge avec la sueur du front et au taquet, en fait, ça n'a aucune valeur, aucune. Et les femmes que nous, on aide, donc un peu plus de 2000 clientes sur la première année, etc., ça n'a aucune valeur. Ce qui compte, c'est les capitaux propres. Donc, en fait, on aurait mieux fait de rien investir dans les 2 produits qu'on a lancés, de continuer gentiment à faire un peu de ads à la volée et de en fait, gagner, nous, des sous pour avoir des capitaux propres et lever des sous. Enfin, c'est un peu le monde à l'envers. Et en fait, on se bat avec ça en ce moment parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça, avec en tout cas ce partenaire-là. Et du coup, on a fait un peu alternatif. On en parlera après, en tout cas. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un truc qui est ressorti sur le côté… On parle de quoi? Est-ce qu'on vraiment parle de chiffres purs et durs et pour autant sur une première année, c'est pas trop mal? Ou est-ce qu'on parle de toutes les millions de femmes qu'on va aider? Parce qu'en fait, pendant cette première année, on a fait ce chiffre-là. Non, en fait, non, la valo, c'est X fois machin et il n'y a pas le coefficient humain, en fait. Le apostrophe H inexistant. Et ouais, mais en fait, vous financez quoi? Et c'est pour ça que nous, on était dans la bataille de ça et on était un peu différents parce que très tôt, mais on s'est rendu compte que même très tôt, même en faisant du business, ça suffit pas en fait, parce que il n'y a pas que le business. Pour nous, aller chercher et aider des millions de femmes, il faut de l'argent. Oui, donc vous êtes aussi dépassé par votre mission et votre engagement, en fait, votre mission de boîte. Merci beaucoup, Sylvain. Alors justement, on a la chance d'avoir une investisseuse qui est d'accord pour venir nous parler, Zoé Moll. Ravie vraiment que vous ayez accepté de venir avec nous. Donc vous êtes ici chez Newfound. Et vous avez rencontré certains des acteurs autour de la table et d'autres acteurs des femtech ou sextech, dont vous avez étudié certains de ces dossiers. Alors, juste pour l'introduction, est-ce que
de votre point de vue, les sextech, c'est un secteur économique comme les autres? Bonsoir à tous. Alors la réponse courte est oui, mais je vais peut-être en profiter pour me présenter le fonds, parce que je parle au nom de Nufun et pas de tous les fonds, évidemment. Donc Nufun, on est un fonds franco-américain très très early stage. On fait que ce qu'on appelle du seed et du pré-seed, donc vraiment les tickets d'amorçage, quoi. Et avant cette conférence ce soir, j'ai fait quelques petites recherches sur les levées qui ont été faites en sextech, et je m'assurais de bien comprendre la exclusion policy qu'on a chez Nufun, pour m'assurer que je disais pas n'importe quoi. C'est bien le cas. Je vais vous citer ce dans quoi on ne peut pas investir. Les armes à feu, le tabac, l'alcool, tout ce qui est charbon, fossil fuels, tout ce qui est gambling, pornographie, palm oil, je sais pas, donc ça va pas être très ESG, c'est pour ça. Fur trade, donc pas de tout ça, pas ESG. Mais voilà, c'est tout. Enfin, pourquoi est-ce que là-dedans il y aurait mentionné sextech ou tout ce qui est en lien avec la sextech qui est en lien avec le well-being, parce que parfois c'est catégorisé en tant que tel. Donc just to get that out of the way, on n'est pas voilà, en théorie, vous n'êtes pas exclusif de ces secteurs-là. Pas du tout, et on en parlait avec Christelle, je crois que c'était avant-hier. Au contraire, enfin, ce qui me concerne, après, l'investissement early stage, il faut savoir que c'est quand même quelque chose c'est pas une science, clairement. Il y a très peu de métriques qu'on peut regarder, souvent. Et même quand il y en a, il faut vraiment extrapoler des conclusions avec très peu. Donc voilà, donc en fait, ça dépend. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça dépend pas mal de la personne qui est en face de vous, parce qu'il faut aussi une compatibilité entre l'entrepreneur et l'investisseur qui va accompagner ensuite l'entrepreneur derrière. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait certains investisseurs ou certaines investisseuses qui soient inconfortables à l'idée d'investir dans la sextech. Je pense que c'est aussi générationnel. Moi, ça ne me fait pas rougir, mais je me rappelle la première fois que j'ai présenté un dossier sextech à Nufun, en parlant en début de phase, il y en a quelques-uns qui ont rougi. Et en général, c'est ceux qui sont un petit peu plus âgés. Donc, ça ne m'étonne pas tant que ça. Je trouve ça dommage, parce que c'est des innovations importantes, aussi importantes que le reste. Mais je pense que ce qui est important à garder en tête, c'est que on a les mêmes requirements en sextech que dans n'importe quel autre secteur. Donc, si on a investi dans Aircall en 2015, alors qu'ils avaient 15 000 € de chiffre d'affaires, c'est parce qu'on avait une équipe en face de nous qui était très forte, c'est parce qu'ils avaient un produit très, très unique, et parce qu'ils avaient une ambition d'aller aux États-Unis, quelque chose qui nous correspond tout particulièrement. Et ce serait exactement la même chose avec une sextech, mais je ne sais pas si ça... Je sais pas si je peux continuer, Léa, à décrire un peu le. Oui, moi j'ai des choses un peu à vous. J'ai des choses un peu des questions à vous poser du coup. Par exemple, donc en gros le principe du métier de VC, je rappelle, l'idée c'est que vous investissez dans plein de tickets et que de temps en temps il y a des startups qui arrivent à relever derrière et à bien grossir, des exits qui arrivent à se faire, et c'est à ce moment-là qu'un fonds VC peut enfin se rémunérer sur tout le travail d'investissement fait auparavant. Et si on regarde en gros dans les statistiques, alors moi c'est ça que j'avais en tête, vous me corrigerez, mais c'est que en général le VC, donc c'est un investissement très risqué, et sur un portefeuille de 10 startups, il y en a en moyenne une qui va exploser, faire des super métriques et permettre de se refinancer derrière, une ou deux de plus qui vont bien s'en sortir, mettre un peu de beurre dans les épinards, et en gros les 7 autres qui vont pas tenir les 5 ans, qui ne permettront pas de faire une sortie positive derrière. Et donc, vous avez quand même toute cette question du risque, de comment les startups vont grossir, comment elles vont se refinancer ou pas derrière, à prendre en compte. Il y a quand même cette dimension-là, non, derrière? Ah, absolument. Alors, ce que vous décrivez, c'est plutôt un fonds californien, parce qu'en France, on a la chance d'avoir la BPI qui n'existe tout simplement pas aux États-Unis. There is no such thing as une entité gouvernementale qui vient aider les startups sans vraiment avoir une sélectivité aussi forte, on va dire. Mais ouais, c'est à peu près ça. Bon, il y en a plus qu'une. Il y en a d'autres qui vont bien se débrouiller, où il y aura un play M&A, où elles seront rachetées. Il y en a au milieu qui feront un petit retour, mais disons que comme c'est sur 8-10 ans,
c'est vraiment un tout petit retour sur investissement. Et puis, il y en a qui vont forcément faire faillite. Enfin, en général. Après, ça dépend des fonds. Mais ouais, c'est à peu près ça. Et du coup, en fait, et ce qui est intéressant aussi dans le métier de VC, c'est qu'au départ, donc c'est né aux États-Unis, avec cette idée qu'on est sur des produits plutôt très technologiques, avec une possibilité de scalabilité très forte, où en gros, on va mettre de moins en moins d'humains et de plus en plus de technologies pour obtenir des gains de productivité. Alors, je caricature un peu, mais en tout cas, c'était comme ça que ça fonctionnait au départ. Et donc, on était sur des innovations technologiques ou des innovations de rupture. Et comme l'ont dit les différents invités ici, là, on est plutôt sur des innovations produits, des innovations e-commerce, des innovations de services, des innovations de santé, donc de biens communs avec des choses où on ne peut pas complètement faire grossir la productivité et restreindre l'intervention humaine. Est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui, en soi, taquine le métier de VC et ne rentre pas vraiment dans sa logique? C'est un très bon point. C'est un très bon point, mais la réponse courte, c'est ça dépend des marchés. Là, on rentre dans un marché un petit peu plus sélectif, je vais dire, pour être politiquement correct. Mais les choses deviennent plus difficiles pour lever des fonds en ce moment. Donc, je sais pas, peut-être que ça a vocation à changer. Mais jusqu'à présent, en tout cas pendant ma carrière en VC, ça fait 4 ans, un petit peu moins de 4 ans, il y a eu des innovations de rupture en sextech, en well-being sextech, qui ont été financées. Et elles l'ont été parce que, en effet, il y avait une défendabilité derrière ou une croissance fulgurante avec des métriques de stickiness, donc de clients qui reviennent encore et encore. Donc, je donne un exemple qui n'est pas dans la sextech, mais qui fait partie de la catégorie que tu viens juste de décrire, Léa. Typologie, c'est une boîte qui a réussi à relever avec des investisseurs, notamment Insight Partners, qui est un des meilleurs fonds, enfin, c'est mon opinion, aux États-Unis. Et pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à relever? Parce qu'ils avaient une innovation, est-ce qu'on pourrait appeler ça de rupture en cosmétique? Et Typologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des boîtes de cosmétiques personnalisées et qu'on nous envoie un peu tous les mois. Et leur métrique, c'était tellement bon, c'est-à-dire qu'ils avaient une croissance de revenus tellement forte et une stickiness, donc des clients qui revenaient encore et encore pour racheter des nouveaux produits, qui a fait que ça fonctionnait. Donc, est-ce que ça rentre dans la catégorie technologie innovante? Pas vraiment. Et pourtant, ils ont vraiment réussi. Et sur la sextech, je suis pas forcément d'accord. Enfin, je connais pas toutes les boîtes du collectif Christelle, mais encore une fois, nous on regardait, il y a quand même certaines startups qui ont des innovations de rupture. Bon, souvent qui n'ont pas de maîtrise derrière, mais il y en a une qui s'appelle Freya Pharma. C'est une boîte qui est basée à Amsterdam et qui permet aux femmes de retrouver leur libido, si je résume. Et ça, c'est une boîte qui a été financée à hauteur de 8,5 millions de dollars et qui a 0 traction. Ils sont en phase 3 de test et ils ont 0 revenu. Nous, on a des boîtes comme ça qui arrivent à lever, qui ont juste une innovation de rupture dans plein de secteurs différents, la sextech en est un, et qui arrivent à lever des montants importants. De la même manière qu'il y a des boîtes qui ont des tractions importantes dans la sextech ou autre, qui n'arrivent pas à relever de l'argent derrière parce que c'est toujours des nouveaux clients. Donc, en fait, ils dépensent 3 fois plus en marketing que ce qu'ils récoltent en revenus. Ce que je suis en train d'essayer d'expliquer, c'est que les métriques demeurent les mêmes si vous êtes en face d'un investisseur qui s'intéresse à votre secteur. Alors justement, c'est quoi les métriques? Imaginons que là, dans le public, on a plusieurs personnes qui ont des startups sextech ou en tout cas qui s'y intéressent. Comment elles peuvent faire pour réussir à défendre leur projet devant des investisseurs? Ouais, alors tout dépend du stade de maturité où vous êtes. Si c'est une startup très early stage, donc ce que nous on regarde, ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle le founder market fit. Donc on va essayer de comprendre à quel point est-ce que un ou une founder ou une équipe de founders plutôt est capable de résoudre un problème dans un marché donné. Et à quel point est-ce que le time to market dans ce marché est maintenant. Parce qu'on aurait pu innover sur... Voilà. Est-ce qu'on est dans le bon moment? Si on n'est pas trop en avance de phase, pas trop en retard de phase, si le sujet, s'il n'y a pas besoin d'évangéliser la totalité de la population, mais qu'il y a quand même un petit public qui comprend déjà et qui est prêt à acheter. Exact. Et c'est ça qui est un peu prometteur dans le secteur de la sextech, parce qu'on voit bien qu'il y a un changement de mentalité. Et donc ça, c'est prometteur pour le futur des produits et des solutions innovantes dans ce secteur-là.
Donc ça, c'est la première chose en early stage. On va regarder ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va regarder une solution à un problème. Et donc, avec une défendabilité, c'est le mot qu'on utilise beaucoup, forte. Défendabilité, ça veut dire qu'on a quelque chose d'unique qui résout un problème unique avec, on l'espère, une traction qui sera forte, soit déjà, qu'il y a un début de traction, soit qui sera forte juste après. Nous, notre rôle en amorçage, c'est d'accompagner pour arriver à ce qu'on appelle le product market fit. C'est lorsqu'on a vraiment trouvé solution au problème, et c'est là où les choses deviennent intéressantes parce qu'il y a une scalabilité très très forte. Et dans le monde du venture capital, ça veut dire, une fois qu'on a trouvé ce fameux product market fit, PMF, on triple son revenu 2 ans, et après on double son revenu 3 ans. Je caricature, mais en gros c'est ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à des boîtes comme, je citais Aircall, qui a annoncé qu'ils sont arrivés à 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est énorme. Nous, on investit il y a 7 ans, ils faisaient 10K de revenus mensuels. Donc, c'est un peu ça la logique. Et c'est ça qu'on cherche chez les fondateurs. D'accord. Donc, vraiment, les règles qui s'appliquent finalement sont les mêmes que dans des produits plus technologiques. Donc, c'est quand même compliqué. En tout cas, on part avec une équation qui n'est pas forcément dans le bon sens. Et alors, une question que l'on se posait aussi, c'est est-ce que le fait d'avoir la BPI qui a participé au financement d'une start-up, le fait d'obtenir des bourses French Tech, par exemple, Majoie et Gabi de start-up françaises ont obtenu une bourse French Tech récemment. Est-ce que ça, ce sont des critères que vous allez regarder, prendre en compte voilà, dans votre analyse du dossier, ou finalement c'est un peu accessoire? Je dirais pas que c'est accessoire dans le sens où ça permet d'avoir du cash. Surtout aujourd'hui, encore une fois, on est dans un marché où cash is king. Donc, non, c'est positif. Mais après, quand même, j'aimerais ajouter que ce qu'on regarde, nous, c'est vraiment le potentiel de la boîte après. Donc, mon analyse, elle va être beaucoup plus sur c'est quoi la probabilité que cette boîte va réussir à faire une levée de fonds après moi, une série A. Beaucoup plus que dans l'autre sens. C'est-à-dire, est-ce que dans 12-18 mois, il va y avoir une preuve, que ce soit en innovation ou en metrics, qui fait qu'on arrive à un product market fit, on va lever ce qu'on appelle une série A, entre 5 et 15 millions, parfois c'est plus d'euros, pour ensuite passer à la phase de scalabilité. C'est ça la question que je me pose. Voilà, et donc ça ne correspond pas à toutes les boîtes. Merci beaucoup Zoé, parce que finalement ce que ça dit, c'est que le système d'aller vers des VC, il ne convient pas forcément à tous les types d'entreprises. À certaines, par exemple, entreprises de e-commerce qui ne sont pas des startups au sens stricto sensu, mais qui a vraiment cette idée-là à choisir. Alors justement, je voulais revenir sur les solutions quand la solution n'est pas forcément le VC. Floriane et Sylvain, pour le Lab de Lando, vous êtes passés par une autre solution et vous avez choisi de vous tourner vers le financement alternatif, le crowdfunding, la levée de fonds participative. Alors, il y a d'autres startups ici qui ont aussi utilisé ça, notamment en passant par Ulule. On dit souvent que c'est une bonne idée pour lancer un produit au tout début d'une startup, mais est-ce que ça a du sens aussi pour une boîte d'utiliser le crowdfunding plus tard dans son développement, lorsque on a déjà un certain nombre de clients ou de clientes? Bref, comment ça se fait que vous avez opté pour cette solution et qu'est-ce que vous en retirez? Alors oui, effectivement, nous, on avait déjà testé pour développer un de nos premiers produits et ça avait bien marché parce que quand on est une marque qui s'adresse à une communauté qui a un vrai besoin et qui a vraiment un besoin d'être fédérée et de se rassembler autour d'une même cause qui les font vraiment souffrir, donc comme l'endométriose, sur Ulule, ça avait bien marché. Donc en fait, on s'est dit pourquoi pas le faire aussi sur la levée de fonds, et on ne connaissait pas du tout, mais du coup, on a découvert la plateforme We Do Good. Donc c'est vrai que c'est assez original et assez rare encore en France en tout cas. Et finalement, c'est exactement le même principe qu'Ulule, mais vraiment sur la levée de fonds. Donc ça s'apparente un peu à la love money en termes de levée de fonds. Et du coup, le principe, ce qui est génial, c'est que c'est ouvert à tout. Il n'y a pas de ticket minimum entrant. Donc ça peut démarrer à même 10 €, même si c'est pas très pertinent à cette hauteur-là, mais ça va vraiment de 10 à illimité. Et du coup, on a un objectif, on a un minimum pour débloquer l'objectif. Et voilà, chacun et chacune participe à hauteur de ce qu'il veut, et ensuite va récolter en fait un retour sur investissement assez rapide en royalties, donc tous les 3 mois.
Et donc, il n'y a pas de dilution. C'est comme une sorte d'obligation, en fait. C'est comme une sorte de petite obligation de prêt à l'entreprise. Oui, c'est un peu dans ce principe-là, exactement. Nous, on a, en fonction de notre chiffre d'affaires et de prévisions de chiffre d'affaires qu'on a mises, on a eu un pourcentage de notre CA, du coup, qui a été validé comme étant le pourcentage rétribué tous les trimestres, justement, pendant 5 ans. Donc là, par exemple, dans notre projet à nous, on a une rentabilité de 43% objectivée sur les 5 ans, du coup, qui est bordée entre 1,15 en fait et x3. Si on fait x3, on aura gagné notre combat. Et en tout cas, pour revenir sur le côté, donc c'est vraiment participatif, c'est ouvert à tous, etc. Donc, comme a dit Florian, ça, c'est vraiment sympa. Et ça nous ressemble dans les valeurs qu'on a en ce moment, c'est-à-dire que les gens qui nous connaissent, la Love Money, les gens sur nos réseaux sociaux, on a bientôt plus de 40 000 abonnés sur nos différents réseaux sociaux. Il y en a plein qui veulent aider, que ça soit à 500. Là, le ticket moyen, il est à 6 000 en ce moment. Voilà, il reste plus de 35 jours, c'est quand même cool. Ah oui. Oui, ça avance. Mais il y a des filles qui ont mis 500, il y en a qui ont mis 100, donc voilà, donc la moyenne, c'est ça. Mais c'était juste pour répondre encore une fois, et c'est vraiment pour ça qu'on s'est lancé là-dedans, parce que c'est notre seule solution aujourd'hui pour survivre. C'est-à-dire que la banque ne veut pas refinancer un projet qui est en croissance. Les fonds, malgré les 1 an, après, on est peut-être beaucoup trop petit pour le moment, etc., mais on n'a pas eu à faire justement précide, etc., ça pourrait être intéressant de discuter. Mais on a déjà 30% de clientes récurrentes au bout d'1 an, donc on peut se dire qu'effectivement, ce côté récurrence, on l'avait un peu déjà. Mais c'était ça ou fin du lab de Lando, quoi. On arrête d'aider les gens, en fait. Peut-être expliquer pour les gens qui nous regardent et qui ne comprennent peut-être pas pourquoi, si vous faites 200 000 € de chiffre d'affaires la première année, pourquoi vous avez besoin d'argent pour continuer, parce que... En fait, effectivement, c'est vrai qu'on j'ai l'impression qu'on parle entre nous, mais il y a quand même 46 personnes. Mais du coup, c'est qu'en fait, finalement, dans notre histoire, nous, du lab de Lando, le tout petit argent qu'on a pris au départ à la banque, qui était moins de 30 000 €, on s'est dit, on va faire des lumières avec ça, etc. Et en fait, ça s'est accéléré plus vite que prévu. On a commencé à lancer un premier produit de nous-mêmes, donc on ne l'a pas commandé en 300, mais plutôt en 3000. Donc on était très contents, puisque aujourd'hui, ces 2 produits-là, ça fait plus de 25% de notre chiffre d'affaires. Donc là-dessus, c'est bien. Mais tout le reste, au début, le modèle économique, c'était achat-revente de produits. Donc forcément, il fallait acheter ces produits. Ce n'était pas du dropshipping, ce n'était pas n'importe quoi non plus. C'était vraiment des partenaires clés. Et on a fait du stock, on a stocké, on a essayé de faire de la communication. Et en fait, dans nos petits investissements du départ, ça a fait boule de neige. Mais en fait, on s'est retrouvé coincé avec le BFR et tout ce qu'il fallait financer au quotidien finalement, puisqu'on s'est aussi entouré d'une équipe. Et en fait, ce qu'on vise en fait à travers la levée participative, où en fait, ce qu'on voit, c'est le projet, c'est le financement en fait de un peu plus de tout pour finalement toucher un peu plus de personnes. Et en fait, c'est grossir petit à petit pour effectivement faire boule de neige. Et comme disait Pierre tout à l'heure, et nous, on est vraiment, on les suit de près là-dessus. Mais nous, le premier truc sur Challenge, c'est pas 3 millions d'euros, c'était 300 000 €. Parce qu'on n'est pas fou. Vous nous donnez 3 millions d'euros demain, évidemment, on va savoir à peu près quoi en faire. Mais ce n'est pas du tout le step premier qu'on veut au bout d'1 an et demi. Nous, voilà, il y a une gradation des choses qui sont calculées, qui sont. Voilà, on débarque pas comme ça non plus. Et du coup, là, pour répondre à la question de Christelle, cet argent, il servirait à ça, à se développer. Mais pour revenir sur le côté participatif, quand ça ne va pas, on se tourne aux plus proches, c'est-à-dire nos proches, nos amis, notre communauté. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vise à travers cette première levée, qui va permettre, on l'espère, d'aller avoir un nouveau partenaire bancaire pour faire levier, forcément, etc., etc. Et du coup, peut-être arriver au package qu'on voulait pour développer. Mais du coup, c'est intéressant ce que vous disiez sur les montants des levées de fonds. Je vais juste clore là-dessus avant d'ouvrir la partie blockchain et solutions alternatives. Parce qu'en fait, dans la logique des investisseurs aussi, souvent, il y a cette idée il faut que l'entreprise grandisse, s'accroisse vite pour devenir le leader en la matière, pour devenir la plateforme qui va résoudre les problèmes de santé sexuelle des femmes et des minorités, pour ceci et pour cela. Et c'est vrai que dans ces logiques d'accroissement qui sont celles des fonds, on n'est pas forcément dans des logiques c'est pas la même qu'une logique de communauté ou qu'une logique qui cherche à adresser un problème en particulier avant de s'attaquer au problème suivant, par exemple. Et j'ai l'impression qu'ici, vous avez une expertise sur des domaines précis et vous commencez par vous attaquer à cette chose-là avant même d'imaginer la suite et le fait de s'imposer dans un marché. Donc, je pense qu'il y a ces logiques-là qui s'opposent. Alors, on a la chance d'avoir un invité un peu particulier qui s'appelle... oui,
Christelle, juste, pardon, vous aviez une question. juste avant qu'on change de sujet, sur le financement participatif, je voulais dire qu'on a été contacté par KissKissBankBank qui, après avoir fait beaucoup d'efforts et mis en avant des projets Femtech, ont envie de travailler avec nous et avec le collectif pour essayer de booster des projets Sextech. Alors, c'était important de le souligner parce que ça montre aussi qu'il y a des choses qui avancent. Parce qu'il y a quelques années, par exemple, moi, quand j'ai commencé, on avait fait du crowdfunding et on avait été obligé de passer par la plateforme Indiegogo aux États-Unis parce qu'en France, aucune ne voulait faire ça. Et donc, c'est quand même un bon signe. Ça ne résoudra pas tous les problèmes. Mais voilà, ça montre quand même qu'on a une ouverture. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que KissKissBankBank derrière, c'est la banque postale. Donc, c'est une entreprise à mission. Donc, ce qu'on aimerait bien travailler avec eux, voilà, c'est de leur dire, voilà, on cherche aussi notre premier partenaire bancaire. Donc, welcome. Je voulais aussi rebondir. Ça veut dire c'est intéressant, mais ça veut dire qu'ils bloquent plus d'emblée, quoi, qu'il y a une évolution là-dessus. Paola, allez-y. Non, je voulais revenir sur la logique d'opposition entre faire une plateforme qui règle tous les problèmes et qui explose et ce qu'on fait. En fait, le problème, c'est pas vraiment que c'est opposé, c'est qu'on a l'impression que ça ne va pas ensemble. On peut faire une très grosse plateforme sur un sujet précis parce qu'en fait, ce problème, si on prend l'endométriose, ce problème, il est adressé par quasiment personne. Il y a un terrain énorme, il y a des besoins en termes de prévention, il y a des besoins en termes de diagnostic, il y a des besoins en termes de suivi, en termes de traitement, en termes d'accompagnement bien-être au quotidien. Il y a des besoins tout au long de la vie, il y a des besoins de transition hormonale, il y a des besoins de grossesse. En fait, si on traite juste l'endométriose, on traite déjà un truc énorme potentiellement. Et nous, c'est pareil pour les douleurs vulvaires. Si on traite toute la chaîne des douleurs vulvaires, on fait déjà une plateforme énorme. Et c'est ça que nous, on peine à expliquer, c'est que on n'a pas besoin d'être un produit digital qui traite tous les problèmes de santé féminine pour être un truc qui grossit vite. Un seul sujet, c'est déjà suffisant parce que quand on adresse 4 millions de femmes en France, 16 millions aux États-Unis, d'autres millions dans le monde, en fait, on est déjà potentiellement une grosse plateforme. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Je me permets aussi de rebondir juste rapidement parce que je ne suis pas d'accord fondamentalement avec ce que vous avez dit, Léa. Sur la plateforme Ouais, non, sur le fait que ce ne soit pas VC compatible. Alors, il y a plein de projets qui ne sont pas VC compatibles et ce que Paola vient juste de dire n'en fait pas partie. Hein, c'est VC compatible. Il y a d'ailleurs des fonds de santé qui adorent ce genre d'approche. General Catalyst, qui est un fonds américain, adore l'approche une maladie, une solution. Ils ont investi dans la plus grande application de diabète qui est spécialisée là-dedans. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un ou une gagnante dans l'endométriose de la même manière que les startups qui commencent avec un marché niche. En fait, ça peut être très bon. Et c'est bien connu. On peut commencer avec un marché niche et ensuite avoir une vision de grandir sur d'autres marchés. Hein. Donc, je voulais juste rectifier ça. Merci pour cette précision. Est-ce que Zoé, vous pouvez nous rajouter le nom du fonds General Something dans les commentaires à côté pour les personnes qui seraient intéressées. Et d'ailleurs, je le répète puisque Christelle l'a dit, KissKissBankBank est donc ouvert au levée de fonds pour les startups de Femtech, Sextech. Donc, n'hésitez pas à aller vers eux. Bon, maintenant, je clôt cette partie du débat et je passe la parole à Julien Bonnel. Julien Bonnel, vous avez un parcours très différent de tous les invités ici, puisque vous êtes responsable de Blockchain Innov et vous défendez la possibilité, parmi les solutions hors cadre pour lever des fonds, de passer par la blockchain. En gros, l'idée, vous allez nous expliquer, mais en gros, l'idée, c'est de se dire que finalement, si les banques sont regardantes et excluent certaines catégories de produits par essence ou en amont, s'il est difficile de lever des fonds importants avec certaines campagnes de crowdfunding qui peuvent être un petit peu compliquées à gérer avec tous les cadeaux, toutes les contreparties à offrir, etc., il y a aussi le fonctionnement en blockchain, en crypto, en NFT. Alors, expliquez-nous comment ça peut fonctionner pour des startups de Sextech. Et si besoin, je ferai la traduction du crypto bro à la crypto girl. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Léa. Donc, effectivement, pour résumer, je pense que la blockchain et les tokens peuvent être des investissements complémentaires ou alternatifs aux investissements traditionnels. Il permet de toucher des investisseurs qui sont différents des investisseurs traditionnels, des investisseurs particuliers qui vont avoir un mode de pensée différent. Il permet d'adresser des communautés aussi.
Et donc d'élargir les champs du possible. Il y a différents dispositifs qui existent aujourd'hui. Je vais en citer deux parmi tous ceux qui existent, qui me semblent bien positionnés pour le secteur. C'est les ICO, qui permettent de créer des jetons utilitaires qu'on va commercialiser, vendre auprès d'une communauté. En échange. Mais alors ça peut être un peu chinois pour beaucoup de gens, des jetons utilitaires à commercialiser auprès d'une communauté. Mais c'est en gros, on va faire une levée de fonds et on va utiliser les crypto-monnaies pour faire cette levée de fonds et monter cette levée de fonds. Et puis finalement, comme on a pour n'importe quelle levée, on va faire un document de présentation dans lequel on va expliquer une sorte de deck, dans lequel on va expliquer les maîtrises de la startup, à quelle communauté elle s'adresse. Mais en gros, on va fonctionner par communauté d'investisseurs. On va fonctionner par communauté. La différence aussi, c'est que dans une levée de fonds traditionnelle, on va lever des fonds en échange d'une part de la société, souvent. Là, en fait, on ne va pas lever des fonds en échange de la part d'une société, on va lever des fonds en échange de services et de jetons qui vont potentiellement prendre de la valeur en fonction des services que vous allez développer. Donc, c'est aussi se projeter dans le futur en annonçant que vous allez créer une gamme de produits qui va croître et qui va permettre de générer de la valeur. Et vous allez associer à vos jetons utilitaires des services d'accès à des services particuliers sur ces produits, d'accéder en avance de phase à des avant-premières en fonction du type de produit, à avoir des abonnements à des tarifs préférentiels. Donc, vous allez apporter de l'émotionnel. Ce sont des choses similaires du crowdfunding, finalement. On se rapproche effectivement de choses similaires de crowdfunding. Le problème, c'est la masse des gens qui savent payer ou utiliser des crypto-monnaies, en fait. Voilà, la différence, c'est qu'on s'adresse effectivement à des personnes qui ont pris l'habitude d'utiliser les crypto-monnaies. Ça évolue. Aujourd'hui, il y a 400 millions de wallets actives dans le monde. Donc, c'est un chiffre qui ne fait que grossir. Hein. On était à 200 millions il y a un an. Donc, c'est en forte croissance. Et donc, c'est des financements qui sont en devenir, qui existent aujourd'hui avec les freins qu'on peut avoir une communauté qui est faible. En préparant la table ronde, Léa, je vous ai mis en évidence qu'effectivement, aujourd'hui, en termes de pourcentage de femmes qui sont utilisatrices de wallets, de crypto, on est sur des faibles pourcentages. On est sur 25% de femmes pour 75% d'hommes, malgré la démocratisation à laquelle on a eu droit ces 2 dernières années. Donc pour moi, effectivement, ça soulève un problème possible, c'est que finalement, on se retrouve de nouveau vers des investisseurs en grande majorité masculins. Cette fois-ci, ils n'auront pas plus de 50 ans, voilà, puisque l'âge des détenteurs de crypto est plus varié, mais ils resteront plutôt masculins. Mais on a des investisseurs masculins qui potentiellement sont un peu plus ouverts que des investisseurs, je dirais, traditionnels qui sont dans un moule, qui ont une liste de financement acceptable, qui ont des règles strictes de financement, de capacité à atteindre des market fit. Là, vous allez atteindre plutôt des investisseurs qui sont plus à titre personnel, qui vont plus investir sur de l'émotionnel et sur un produit qui potentiellement peut les attirer et qui seront plus sensibles à des arguments, comme j'ai entendu pendant cette table ronde, sur les capacités des différents segments qui sont adressés par les différentes startups qui sont dans cette table ronde. Quand on présente bien les choses, on se rend bien compte qu'il y a vraiment du potentiel. Alors, et oui, par ailleurs, ces investisseurs-là sont moins averses au risque, puisqu'ils ont déjà des crypto-monnaies, ils sont prêts déjà, ou en tout cas, ils sont dans une disposition dans laquelle ils peuvent prendre plus de risques avec leurs capitaux. Voilà, tout à fait, parce qu'on parlait tout à l'heure des difficultés que peuvent rencontrer les startups de la SESTEC pour accéder à des comptes bancaires ou quoi. Ben, c'est les mêmes difficultés aujourd'hui que rencontrent souvent les acteurs, les professionnels qui utilisent des crypto-monnaies. Donc, on est sur des domaines et des secteurs aujourd'hui qui rencontrent les mêmes difficultés. Donc, c'est pour la plupart des acteurs aujourd'hui qui investissent à crypto-monnaie. Ils vivent eux-mêmes la difficulté pour eux, d'avoir des acteurs financiers, acteurs bancaires traditionnels qui les accompagnent.
ils vivent un certain nombre de ségrégations qui font que je pense qu'ils sont plus enclins de comprendre les difficultés que rencontrent des startups de la sextech et qui sont beaucoup plus ouverts pour les adresser. Alors, on va répondre à la question que tout le monde se pose là, parce que concrètement, tout ça, c'est un peu en tout cas, c'est du discours, c'est de la réflexion. Mais concrètement, si demain, je veux faire une levée de fonds en crypto-monnaie, alors soit en ICO, vous l'avez cité, mais on aurait pu prendre aussi les NFT, les non-fongibles tokens. Donc, en gros, ils sont beaucoup utilisés aujourd'hui pour acheter des images, mais ils peuvent être aussi utilisés pour acheter autre chose. Si on prend un exemple très grand public, Guerlain a utilisé des NFT pour faire une levée de fonds pour subventionner un projet philanthropique vis-à-vis de la nature et des forêts. Donc, on peut utiliser aussi ces outils-là pour faire des choses à visée sociale ou environnementale. Concrètement, comment je m'y prends demain, là, en 3 minutes, si je veux commencer à réfléchir à une levée de fonds crypto? Voilà, mais ce qui est important, c'est bien, déjà, c'est d'être sérieux sur son projet. Donc, parce que là, vous parlez des NFT. En fait, les NFT aujourd'hui sont beaucoup à la mode parce qu'ils viennent contrer un peu ce qui s'est passé sur les ICO, avec beaucoup d'acteurs qui ont fait des ICO, mais sans fonds derrière, sans réel projet. Donc, ils vendaient des jetons utilitaires, mais sans projet viable. Donc, il y a eu beaucoup d'investissements sur des jetons qui étaient censés à terme apporter telle utilité, tel service, qui ne les ont jamais apportés. Aujourd'hui, on s'oriente plus. D'accord, mais là, on est face à des startups qui ont. Voilà, là, mais vraiment concrètement, si on devait répondre au problème des startups Femtech, Sextech, pour le coup, on est sur des projets très précis, très concrets. Comment on s'y prend? Concrètement, là, les startups que j'ai entendues sont sur des projets exactement très concrets. Donc, c'est de travailler sur une présentation de leur projet qui vont partager au plus grand nombre avec les investisseurs potentiels en NFT ou en ICO, qu'ils argumentent bien tous les arguments qu'ils ont pu citer pendant la conférence, qui globalement qui préparent à peu près les mêmes éléments qu'on va préparer pour des investisseurs traditionnels, en les rendant accessibles au plus grand nombre et à une communauté, je dirais, plus proche d'elles. Parce que les investisseurs sont très normés et on est obligé de suivre un carcan, je dirais, assez institutionnalisé. Là, ça laisse plus de libre cours en termes d'approche émotionnelle, un peu comme on peut l'avoir sur du crowdfunding. Mais n'empêche, il faut quand même travailler, il faut mettre en avant les éléments importants du projet, qui sont les avantages comparatifs, les tableaux de bord, les KPI. Mais ils vont voir qui, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu veux faire du crowdfunding, tu peux voir Ulule ou KissKissBankBank. Demain, est-ce qu'il y a une plateforme pour faire ça de manière simple, sans être un pro, ou est-ce qu'il faut se faire accompagner? Est-ce qu'il y a des leveurs spécialisés d'ici ou je ne sais pas, enfin, c'était ça. On va voir qui? Donc, il y a des plateformes aujourd'hui. Oui, on ne devient pas expert en 2 minutes, oui. Non, je tout à fait. C'est ça la clé, c'est se faire encadrer aujourd'hui sur ces projets-là. On a beaucoup plus besoin d'accompagnement marketing pour arriver à personnaliser des messages qui touchent une communauté, mais ça, je pense que vous savez le faire. Et c'est s'entourer effectivement de personnes qui vont nous aider à adresser une communauté du Web3, une communauté d'acteurs des crypto-monnaies qui ne sont pas les mêmes communautés que les investisseurs traditionnels. Et donc, il est important de se faire accompagner. Et de la même manière, on reste aujourd'hui sur des cadres qui ne sont pas si simples que ça. Hein. On a parlé du cadre réglementaire qui reste flou. On sait qu'on a des grosses difficultés avec les acteurs financiers traditionnels, qu'on va avoir des problématiques comptables aussi, parce qu'on va recueillir des fonds en crypto-monnaie. Donc, ce n'est pas si simple aujourd'hui de gérer ces fonds en crypto-monnaie et les transformer en monnaie traditionnelle euro. Donc, il est effectivement important de se faire accompagner. Tu ne veux pas dénoncer de petit camarade, hein. Tu ne nous donnes pas de nom. Si, par exemple, sur les ICO, je vais citer French ICO qui fait partie de notre association, Blockchain Innov, qui est un acteur qui
qui travaille sur des ICO depuis quelques années. Et pour les NFT, on pourrait se faire accompagner par qui, par exemple? Le NFT, c'est vrai que c'est tout nouveau. Nous, Blockchain Innov, ça fait partie des sujets qu'on adresse au sein de notre communauté. Et là, dans les 3 mois qui viennent, il y a un gros mouvement qui est en train de se créer, la NFT Factory, qui vise à créer l'équivalent de la maison de Bitcoin qui s'était créée il y a quelques années et qui avait été à l'origine un peu de l'explosion des crypto-monnaies, et qui va créer sur Paris un lieu physique permettant d'accompagner un certain nombre d'acteurs autour des NFT. Nous-mêmes, dans notre association, on a plusieurs cofondateurs de la NFT Factory qui œuvrent. Donc, Blockchain Innov fait partie des acteurs qui peuvent vous aider. Et la NFT Factory, qui est en train de se constituer, de se structurer, va être un acteur aussi très, très important sur le développement et l'accompagnement des startups. Ouais. Très bien, merci beaucoup Julien Borel. Alors du coup, je prends un petit commentaire. C'est Marie Lermine qui disait qu'elle était DJ de The Poken Company, qui est une porn-tech et qui a procédé à une ICO en juin dernier en créant sa propre crypto et collecté auprès de 8000 personnes. Donc en tout cas, ça c'est un exemple qui fonctionne. Ouais. Et elle disait il faut passer par l'écriture d'un white paper first. Attention aussi, parce que on sait que pour financer le porno ou toute cette industrie-là, la blockchain et autres sera tout à fait adaptée, parce qu'il y a d'autres avantages sur l'anonymat et autres. Donc, c'est pas étonnant que là-dessus, il y a déjà des exemples qui soient réussis, avec des communautés d'hommes qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour accéder à ce type de contenu, voilà, de manière anonyme. Alors qu'ils le seront peut-être moins sur des sextech, femtech, à visée santé sexuelle pour les femmes qui ont un cancer, par exemple. Encore une fois, on diabolise pas le porno, mais clairement, c'est pas le même secteur, et c'est pas les mêmes acteurs, et c'est pas les mêmes valeurs non plus souvent. Voilà. C'est pas le même ressort. Alors, merci beaucoup. Alors, on arrive à peu près au bout du temps réglementaire, donc je voulais juste savoir s'il y avait des questions. Moi, j'ai repéré une question, effectivement, qui dit peut-être à cause de l'amalgame avec la pornographie. Effectivement, on se rend compte que pour un certain nombre d'acteurs financiers ou d'investisseurs, il y a un amalgame entre la pornographie, qui est quand même en soi un différent secteur, puisqu'en fait, on est dans la création de contenu qui est un support masturbatoire, donc on n'est pas dans la résolution d'un problème de santé sexuelle. Et je dis ça absolument sans tout jugement. Il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure qu'est-ce que c'est qu'une innovation de rupture. Donc, c'est une innovation dans laquelle on crée un produit ou un service qui est complètement différent dans sa façon de faire et qui n'est pas une innovation donc incrémentale. Donc, ça, c'est l'inverse. C'est l'idée de améliorer un produit, changer un petit peu le segment, transposer à un autre secteur une pratique qui existe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Est-ce que Manon de Sex Tech for Good, tu en as repéré d'autres? Non, c'était la question principale, vraiment revenir sur ces critères-là. Et c'est une question un peu, il y a une autre question un peu générale, mais qu'on n'a pas abordée et qui est pourtant souvent la première chose qu'on aborde. Est-ce que finalement, il n'y a pas un certain conservatisme des fonds d'investissement et un amalgame entre sexualité en général, même de la santé, de l'éducation et du plaisir, avec la pornographie, même si on essaye toujours de bien la distinguer? Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut supputer, mais il y a quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que Christelle, quand vous étiez partie sur le début de la conférence, vous étiez dit le système français, finalement, il est patriarcal, et il se croit libéré et il ne l'est pas toujours. Mais finalement, quand on regarde aux États-Unis, on est face au même problème. Moi, je disais que les Américains étaient puritains, notamment les GAFA, si on regarde de la problématique du téton en photo chez Instagram. Si on regarde le fait qu'il y a des clauses d'exclusion dans énormément de fonds américains qui comprennent toutes les choses qui touchent de près ou de loin à la sexualité ou à la drogue, et donc y compris le CBD, pardon. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a peut-être pas une spécificité française, finalement. Je ne sais pas. Enfin, moi, de mon expérience, les États-Unis restent quand même aussi le premier producteur en Californie de films X. Donc, ils ont une approche business de ce secteur-là depuis beaucoup plus longtemps que nous. C'est-à-dire que moi, quand j'étais là-bas déjà en 2014-15 et que j'étais au CES, je pouvais avoir des discussions avec des investisseurs et où on pouvait juste se focaliser sur le produit, l'attraction. Enfin, voilà, vraiment des critères, et j'avais vraiment l'impression que je pouvais défendre mon dossier. J'ai dit, t'es trop tôt, donc c'est pas le bon moment pour moi pour lever la main.
la même démarche en France à l'époque. Je n'avais jamais vraiment de questions sur l'attraction, sur le produit, sur la communauté. C'était vraiment des questions, mais d'où vous est venue cette idée-là? Est-ce que vous testez vous-même vos sextoys? C'était, votre projet est sympa, mais on ne va pas vous aider parce qu'on n'a pas envie de se tirer une balle dans le pied, sous-entendu, le sextoy est en rivalité avec l'homme. Enfin, j'ai entendu vraiment des choses d'un autre âge. Donc, et je ne l'avais pas vécu aux États-Unis parce que j'avais l'impression que déjà dans leur culture, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas puritains, mais ça veut dire que des gens qui sont dans le business étaient capables déjà de voir que ça pouvait être un business comme un autre. Si le produit était bon sur un marché dont ils savaient qu'il y avait de l'argent, ils étaient prêts à y aller, en tout cas à l'étudier. Ce qui n'était pas encore le cas en France. Maintenant, je vous parle de ça 8 ans après, on voit bien qu'il y a des choses qui changent. Zoé disait aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que aussi il y a quelque chose de générationnel. Donc effectivement, c'est plus facile sans doute d'aborder ces questions-là avec quelqu'un qui a 30 ans qu'avec un homme qui a 50 et qui a forcément une autre éducation, parce qu'on en revient aussi à cette question du patriarcat, de l'éducation genrée qu'on a, les hommes, les femmes, les rôles dominants, dominés, pénétrés, pénétrants, enfin tous ces carcans-là qui fait que culturellement, on est un peu programmé comme ça. Mais voilà, ça change, il faut du temps. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des biais culturels. Je rajouterais un petit truc là-dessus parce que. Non, j'allais juste ajouter que ce que j'ai demandé à mon analyste de faire une petite analyse sur les boîtes qui ont réussi à lever des fonds de venture capital. Quand même, je vois que la grande majorité viennent des US. Hein. Il y en a une petite portion en Asie, une portion en Europe, mais la grande majorité, c'est US de loin. Donc, ouais. Paola, un mot, mais il nous reste 2 questions à répondre avant de clore. Donc, je voulais rebondir sur les conversations que Christelle disait avoir eues avec des acteurs étrangers versus des Français et que c'était dans le passé, mais en fait, c'est dans le présent aussi. Nous, on vit la même chose en ce moment. On n'a pas du tout les mêmes teneurs de conversation avec les gens qu'on rencontre à l'étranger que les gens qu'on a rencontrés en France. Donc, je partage cet avis et je pense que c'est toujours d'actualité. Et juste sur l'autre spécificité du marché français, et après on va s'arrêter là, promis, c'est qu'il y a des secteurs différents entre la sextech et la femtech. Et la femtech, quand on est beaucoup plus sur des questions de santé, on a aussi un système de soins et un système de financement de la santé très particulier en France, avec un public qui n'est pas prêt à payer pour sa santé, puisque souvent on a l'impression qu'elle est gratuite. Elle ne l'est pas, mais oui, et on est remboursé. Les mutuelles. Exactement. Et donc, alors qu'aux États-Unis, on n'est pas du tout sur un système comme ça. Donc on voit l'opportunité business peut-être plus facilement. C'est-à-dire qu'ici, on se dit que si on ne peut pas financer, à un moment donné, il faut que je fasse un produit et qu'à un moment donné, il faut qu'il soit remboursable. Et donc, on est sur des temps longs. Donc, effectivement, si on dit on a une molécule, on va faire le Viagra pour les femmes et qu'on trouve un labo, on va faire des temps longs. On va dire, OK, il y a on voit à peu près d'où ça va et on va être remboursé. Et on est dans les inégalités. J'avais juste une remarque tu parlais des maladies vulvaires, dans les inégalités hommes-femmes, parce que ça aussi, c'est une réalité, même si ça change. Un homme qui a souffert, qui a un traitement pour le cancer, il va être remboursé si on lui prescrit du Viagra, parce qu'on va considérer qu'il faut qu'il soit dans le bien-être sexuel et c'est une bonne chose. Et une femme, si elle a besoin de s'acheter des produits et des lubrifiants qui correspondent à sa pathologie, ça n'est pas remboursé. Voilà. Donc, ça continue pour la femme, ça continue pas à être un sujet. Donc, il y a quand même encore des discriminations. Donc, il y a une part de lobbying à faire aussi. C'est ça qui est important, une part de lobbying auprès des pouvoirs publics et des systèmes de santé. Alors, je prends vraiment les 2 questions juste avant. Il y a Snell Vibe qui demandait: les gynécologues en exercice devraient-ils fournir une propagande informationnelle sur les nouveaux produits sextech? Moi, je suis pas forcément pour ça, mais peut-être quelqu'un a un avis différent dans la salle. Alors oui, parce qu'en fait, en tout cas, c'est pas de la propagande, je sais pas si c'est le mot, mais on a fait une intervention avec Manon au congrès de gynécologie et obstétrique et on a fait une conférence auprès de gynécologues, kinés, sages-femmes qui ont adoré la conférence. On leur a présenté plein d'innovations en leur disant, voilà, on sait bien que cette question du plaisir, quand vous traitez quelqu'un qui a de l'endométriose ou autre, vous êtes concentré sur sa pathologie et quand on va vous parler de plaisir, c'est pas votre sujet, voilà, parce que pour plein de raisons. Sauf que c'est une grande souffrance, ça peut générer des situations dramatiques. Et on leur a dit, nous, on a plein de startups qui sont sur ces sujets-là. Et vous pouvez au moins faire la démarche de leur dire, voilà, ça existe. Moi, c'est pas mon sujet, mais au moins, je donne un début de solution. Et on avait une sage-femme dans la salle qui nous a dit, moi, à vous écouter, ce que j'ai envie de faire, c'est que dans ma salle d'attente, je vais faire une petite affichette et je vais mettre l'innovation du mois pour donner comme ça des pistes de solutions. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Et comme on a des problèmes, on a dit avec la censure pour communiquer directement aux utilisateurs et utilisatrices, le relais de soignants et des praticiens peut être vraiment quelque chose d'important pour nous et c'est quelque chose qu'on va développer au sein de l'écosystème de Sextech for Good.
Eh ben, vous m'avez convaincu, Christelle, j'ai déjà changé d'avis. Alors, la dernière question, c'est Diarra Doucouré. Est-ce que les fonds d'investissement ne sont pas plutôt conservateurs? Y a-t-il un moyen de les filtrer et d'aller vers ceux qui ont une vision plus progressive? Moi, j'aurais tendance à dire que, par exemple, sur les business angels, il est possible d'aller vers des collectifs de business angels plus sensibilisés à ces sujets-là. Par exemple, Leia Capital, qui a été créé récemment, ou d'aller vers le collectif Sista, qui a une bretelle spécifique dédiée aux femtech. Mais peut-être que vous voulez compléter, peut-être que quelqu'un peut citer d'autres fonds d'investissement ou VC français qui sont plus ouverts sur ces sujets-là. Français, moi je dirais le mieux c'est quand même de regarder les boîtes, les startups qui ont déjà été financées par des VC et contacter peut-être ces VC-là. Ou bien, mieux encore, si vous arrivez à avoir le contact de quelqu'un qui a réussi à lever des fonds d'une sextech française, posez-lui ou elle la question. Je veux dire, avec Pierre, on s'est parlé, avec Paola, on s'est parlé. Si quelqu'un va les voir, j'ose espérer qu'ils diront, en tout cas, chez NewFund, ils sont ouverts au sujet, quoi. Et ils sauront vous dire qui sont les autres fonds qui sont ouverts aussi. Et c'est quelque chose qu'on fera au niveau du collectif aussi, hein, parce que j'ai trouvé très intéressant les échanges qu'on a eus avec Zoé et puis avant avec Frédéric Krebs, qui était ma porte d'entrée chez NewFund. Et je pense qu'on va continuer à prendre notre bâton de pèlerin et aller se présenter et aussi pour nous avoir un aperçu de, voilà, est-ce que oui, non, est-ce que vous avez des exclusions et comment on peut travailler ensemble, comment on peut vous envoyer des dossiers et voilà. Merveilleux. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne perspective. On arrive à la fin du temps. Christelle Bonny, je vous donne la parole pour le mot de la fin, tout simplement. Je l'espère optimiste et tournée vers les solutions. Juste, je crois qu'il y a Pierre qui voulait dire quelque chose. Ouais, je voulais peut-être rajouter un mot sur la dernière question sur les fonds d'investissement. Je pense que Zoé, tu me dis si je me trompe, mais je pense que NewFund a aussi cette ouverture de par son origine franco-américaine et je pense que c'est un sujet. Je pense que les investisseurs traditionnels et institutionnels franco-français auront du mal à regarder ces sujets-là. Vous traversez la mer du Nord ou vous traversez l'Atlantique, vous allez parler à des fonds à Londres ou des fonds aux US de sextech. Ils vont être les premiers à vous écouter et à vous demander comment est-ce que vous êtes en train de transformer votre marché, etc. Donc je pense que c'est aussi important d'aller regarder un petit peu en dehors de la France. On est en train de se mettre à la page. On parlait du marché français versus le marché US. Je pense qu'on est clairement à la bourre, que ce soit au global dans le monde et même en Europe. Le marché allemand est plus développé que nous. Le marché en Italie va plus vite que nous. Le marché au UK, j'en parle même pas. Donc c'est aussi important de s'ouvrir et de regarder un petit peu la vision globale de ça et de ne pas désespérer parce que je pense qu'il y a des investisseurs en dehors de France qui sauront être attentifs à vos business plans, à vos business models et sauront vous accompagner. Ouais, merci Pierre. Eh ben, on ne désespère pas. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on est au sein du collectif et qu'on essaye d'avancer tous ensemble. Merci beaucoup Léa. Merci beaucoup pour l'animation de ce webinaire. Merci à vous tous qui avez participé ce soir. Je merci à Manon, qui est mon binôme dans Sextech for Good pour l'organisation. Manon, peut-être si tu peux mettre en grand la slide parce que je voulais quand même vous mettre tous les noms de toutes les startups qui sont dans le collectif Sextech for Good. Celles qui sont en rose ne sont pas qu'elles sont dirigées par des filles. Non, c'est parce qu'elles sont en recherche de fonds. Donc, je vous les ai signifiées comme ça. Regardez, on a dit oui, Good, vous avez eu le lien dans le chat, mais il y en a d'autres. Sextech for Good, ce collectif, il a vraiment pour mission d'arriver un jour en France à vraiment développer des projets innovants dans tous les domaines de la sextech. On va continuer à grandir, à faire d'autres événements. Donc, je les remercie tous ces startups et ces entrepreneurs qui nous suivent et qui s'impliquent et qui font des choses merveilleuses et qui défendent des valeurs qui sont importantes. Et puis, le dernier rendez-vous, on vous remercie. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux, partout où on a besoin de ce collectif pour vous, pour relayer des infos. Voilà, il faut que tout ça grandisse avec vous. Et puis, on peut se donner rendez-vous le 29 septembre. On en aura notre premier summit. Alors, voilà, on a appelé ça Sextech for Good parce que, en référence au premier Tech for Good qui avait été lancé, on s'était dit, on fera ça un jour en France. Cette année, on fait petit. On fait à la Pépinière 27. Merci, Paola, parce que c'est chez elle. Mais l'année prochaine, on aura peut-être Bercy, si d'ici là, la Sextech a explosé. Donc, un rendez-vous le 29 septembre
pour rencontrer vraiment les startups, les entrepreneurs, assister à des conférences et puis faire du networking. Et voilà. Et encore, merci beaucoup à vous tous. Et j'espère que vous avez appris des choses et qu'on pourra refaire comme ça des webinaires pour réfléchir encore tous ensemble à ces sujets-là qui sont passionnants et qui nous concernent tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.